c'est ce qui me plaît dans tout ce que j'écris, d'être à la frontière. Dans Page Noire, on était à la frontière du réel et de la fiction, on ne sait jamais, et puis il y a la surprise finale. Dans Quatre Têtes, on est aussi à la limite entre la folie et la raison. Et là, on est à la limite entre le réalisme et le fantastique, et on va balancer d'un côté et d'autre jusqu'à la révélation finale. Étonnant chez moi, parce que la plupart, au moins la moitié des récits que j'ai écrits, si ce n'est les deux tiers, ont pour personnages principaux des femmes. Ouais. Les Chardes, c'est que des femmes, Baccarat Rambo, l'héroïne féminine, Samsara, l'héroïne est féminine, Page Noire, ce sont deux femmes qui sont les héroïnes. Dans la moitié des tomes du Décalogue, c'est Ninon, c'est des femmes qui sont traitées comme personnages principaux. Donc, dans ce que j'écris, là, il n'y a rien d'étonnant. C'est dans la droite ligne, ce qui me paraît normal. D'accord. Je suis plutôt surpris par l'inverse. Il y a autant d'hommes que de femmes dans l'humanité, donc dans les histoires. J'ai toujours été étonné par le côté très masculin de la bande dessinée à ses débuts. Je pense que maintenant, c'est une tendance qui est en train de s'inverser. Hein. On a quand même beaucoup d'héroïnes qui commencent à arriver, et beaucoup d'auteurs féminins. Quand j'ai débuté dans le métier, il y en avait 4. Maintenant, il y en a une centaine, ce qui n'est pas énorme par rapport aux 1000 auteurs de DVD, mais ce qui est déjà infiniment plus que ce que j'ai connu au départ, et on voit de plus en plus. Donc, ce côté-là, rien que très naturel pour moi. Je n'ai ni positif ni négatif. Hein. Je suis très anti-manichéen dans mes histoires. C'est rarement des bons et des méchants, quelles que soient mes positions sur le sujet. Je pense que ce qui avait fait aussi le succès d'Azraïen sur la guerre d'Algérie, c'est qu'il n'y avait pas les bons Algériens d'un côté et les mauvais Français de l'autre, ou l'inverse, c'est que chacun portait sa part d'ombre, et j'essaie toujours de faire des personnages complexes, de créer des personnages qui ont à la fois un côté lumineux et un côté sombre. Et Lil Win fait partie de ces personnages-là. Elle a un amour, elle éprouve un amour très puissant pour son père. Elle est marquée par la même perte que Galoane, et dans des circonstances très semblables. Éloé lui a été ravi par des soudards, et son père, le père de Grignou, il a été ravi par un soudard. Et c'est une fille qui est extrêmement instruite, beaucoup plus que les femmes du commun. Elle appartient à une aristocrate, donc elle a bénéficié. On la voit à un moment donné dans un flashback, quand elle découvre l'antre de l'alchimiste, on la voit sur les genoux de son père en train de découvrir des livres, etc. Et bien sûr, elle est obsédée par cette mort, comme Galoane. Alors Galoane, ils abordent la mort de façon très différente. En premier temps, la seule obsession de Galoane, c'est de ramener Éloé du royaume des ombres. Il va le faire par l'intermédiaire de cette statue. On va s'apercevoir que ça ne marche peut-être pas exactement comme il l'aurait pensé, et il va rebondir sur la présence de Lil Win, qui jusqu'à présent est totalement transparente pour lui, et il va reporter, il va faire une espèce de transfert sur Lil Win, mais Lil Win, dans un premier temps, sera juste une colonne pour lui. Il va essayer d'en faire une colonne d'Éloé. Et progressivement, il va
il va s'attacher à la femme qui est sous l'apparence, parce qu'il va vouloir lui faire prendre l'apparence d'Éloé, mais finalement il va s'attacher à son corps défendant, à la femme qui est sous cette apparence, donc à l'Ilouine en elle-même. Et l'Ilouine de son côté va utiliser cette obsession pour peaufiner sa vengeance, pour la sophistiquer et en faire quelque chose de terrible, d'autant plus que derrière il y a les menées d'Alcantor, dont on devine bien qu'il n'est pas un serviteur passif de son maître, et qu'il a une histoire derrière et qu'il cherche autre chose. Au premier temps, la seule obsession de Galawan, c'est de ramener Éloé du royaume des ombres. Il va le faire par l'intermédiaire de cette statue. On va s'apercevoir que ça ne marche peut-être pas exactement comme il l'aurait pensé, et il va rebondir sur la présence de l'Ilouine, qui jusqu'à présent est totalement transparente pour lui, et il va reporter, il va faire une espèce de transfert sur l'Ilouine, mais l'Ilouine dans un premier temps sera juste une colonne pour lui. Il va essayer d'en faire une colonne d'Éloé. Et progressivement, il va s'attacher à la femme qui est sous l'apparence, parce qu'il va vouloir lui faire prendre l'apparence d'Éloé, mais finalement il va s'attacher à son corps défendant, à la femme qui est sous cette apparence, donc à l'Ilouine en elle-même. Et l'Ilouine de son côté va utiliser cette obsession pour peaufiner sa vengeance, pour la sophistiquer et en faire quelque chose de terrible, d'autant plus que derrière il y a les menées d'Alcantor, dont on devine bien qu'il n'est pas un serviteur passif de son maître, qu'il a une histoire derrière et qu'il cherche autre chose. J'ai une idée que je développe dans un synopsis qui aujourd'hui est un synopsis très long. À l'époque où je devais faire mes preuves et où je devais amener un éditeur à lire mes synopsis, pour avoir la moindre chance d'être lu, il fallait faire quelque chose de très court. Ça faisait quoi, 2-3 pages? Deux pages. Il fallait que je sois un recto verso. Aujourd'hui que j'ai plus ce problème, je fais des synopsis de 30 pages. Donc quand j'en suis à l'étape du synopsis, je ne me préoccupe pas de savoir qui va dessiner. Une fois que le projet est accepté par un éditeur, à ce moment-là, je cherche le meilleur dessinateur possible. La plupart du temps, je contacte des gens qui aiment beaucoup le boulot. Et là, en l'occurrence, Maria Smirnov, qui dirigeait le projet, m'a présenté Paolo. Elle m'a présenté à travers 2 albums qu'il avait déjà dessinés, qui s'appelaient Le manuscrit interdit ou perdu, et dans lequel je sentais des possibilités, mais d'abord qui étaient réalisées en couleur directe sans trait. Et pour moi, la couleur directe sans trait, ce n'est pas de la BD. C'est une approche très personnelle. Pour moi, c'est une juxtaposition de tableaux très beaux, mais qui nuit à la lisibilité de l'ensemble. Pour moi, la bande dessinée, ça doit être du trait. C'est l'ancrage. C'est l'ancrage. Et donc, j'étais très peu enthousiaste au départ. Et Maria m'a dit, mais écoute, puisque tu n'aimes pas la couleur directe, demande-lui de faire du trait. Ce que j'ai fait. Et quand il m'a donné les 2 premières pages, je suis tombé des nues parce que ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'il avait fait dans le manuscrit interdit. Et quand il a mis en couleur ces pages ancrées, donc il a rajouté de la couleur directe, de la couleur faite à la main, avec des gouaches, de l'aquarelle, des huiles, sur ces planches ancrées, le résultat était magique. La couleur elle-même qu'il m'a offerte sur Galkidec n'avait rien à voir avec la couleur qu'il utilisait dans ses ouvrages précédents. Et j'ai été conquis totalement. J'ai dit, mais voilà, c'est extraordinaire, c'est exactement le dessinateur qu'il faut. Et ça m'a même stimulé pour donner le meilleur de moi-même, parce que quand j'ai vu son style baroque et bourrifant, extrêmement puissant, je me suis dit, il ne faut pas que je me relâche, il faut que le scénario soit vraiment à la hauteur de
c'était la technique lui-même qu'il n'avait pas pratiqué de l'encre qui lui a donné des ailes? Est-ce que c'est l'histoire qui l'a amené à se sublimer comme ça? Toujours est-il que c'est un régal quand je reçois ces pages, c'est un émerveillement permanent.